Elle a fait pleurer un jeune homme en le regardant perdre son emploi et elle a souri. Pendant 10 ans, cette femme de milliardaire a terrorisé toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Personne n'osait la défier. Personne n'a même essayé jusqu'au jour où une serveuse fauchée qui n'avait plus rien à perdre a découvert son plus sombre secret. C'est l'histoire vraie de la façon dont une femme a fait tomber un monstre. Non pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec un seul mot. Et je vous promets qu'à la fin de cette histoire, vous ne regarderez plus jamais les gens puissants de la même manière. C'est une histoire de vengeance. Non, c'est une histoire sur quelque chose de bien plus puissant que ça. Restez avec moi. Bienvenue sur la voie de Mamie. Pendant que vous êtes ici, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter votre opinion sur l'histoire et d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter une histoire de pouvoir, de secret, et de ce qui arrive quand quelqu'un dit enfin que ça suffit. Au cœur de Paris, il y avait un restaurant appelé le Bistrot de la Rose d'Or. Pas n'importe quel restaurant, attention. C'était le genre d'endroit où un seul repas pouvait coûter plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des cascades de glace. L'argenterie était en argent véritable. Même l'air semblait cher. Et dans ce monde de luxe et de chuchotement, il y avait un nom qui faisait frissonner tout le monde, Valérie Leclerc. Elle était l'épouse de Stéphane Moreau, un milliardaire qui possédait la moitié des entreprises technologiques en Europe. Son argent construisait des tours qui touchaient le ciel. Mais Valérie, elle, construisait quelque chose de différent. Elle construisait un empire de la peur. Chaque vendredi soir à 20h, elle arrivait. Toujours dans la même banquette d'angle, toujours habillée comme une reine et toujours prête à détruire la vie de quelqu'un s'il osait lui déplaire. Le personnel tremblait littéralement quand elle entrait. Ils avaient vu ce dont elle était capable. Il y avait eu Lucas, un jeune homme qui économisait pour l'université, renvoyé sur le champ parce que sa manche avait accidentellement frôlé son assiette. Elle ne l'a pas seulement fait renvoyer. Elle l'a regardé pleurer en enlevant son uniforme. Et selon ceux qui étaient là, elle a souri. C'était le genre de personne qu'était Valérie Leclerc. Maintenant, dans ce monde, est entrée une femme nommée Manon Dubois. Manon avait 32 ans, et il y a 3 mois, sa vie s'était effondrée. Elle travaillait comme assistante de recherche pour l'un des meilleurs journalistes d'investigation de Paris. Elle aimait ce travail. Elle était douée, aussi, pour trouver des faits que d'autres manquaient, pour relier des points qui semblaient impossibles à connecter. Mais ensuite, le journal a fermé son service. Des compressions budgétaires, disait-il, et comme ça, son rêve s'était envolé. Elle se retrouvait donc là, à ajuster le col rigide d'un uniforme de serveuse, essayant de se souvenir de quel côté servir le pain, ayant l'impression d'être tombée du ciel et d'avoir atterri dans un univers complètement différent. Le premier jour, un serveur plus âgé nommé Pierre Martin l'a prise à part. Pierre travaillait au bistrot de la Rose d'Or depuis 15 ans. Son visage portait les marques de chacune de ces années. « Vous voyez cette banquette ?» a-t-il murmuré, en montrant le coin. « C'est là qu'elle s'assoit. » Valérie Leclerc, l'épouse de Stéphane Moreau, le milliardaire. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Manon a hoché la tête. Tout le monde connaissait Stéphane Moreau. Il était constamment dans les journaux. Ses entreprises changeaient le monde. Eh bien, sa femme, a continué Pierre, sa voix baissant encore plus, elle est notre pire cauchemar. Un faux pas, une minuscule erreur, et elle vous fera renvoyer. Et elle ne s'arrêtera pas là. Elle s'assurera que vous ne travaillerez plus jamais dans un restaurant décent. Je l'ai vu ruiner des gens juste pour le plaisir. Manon sentit son estomac se nouer. Est-elle vraiment si cruelle? Le rire de Pierre était amer. Le mois dernier, elle a prétendu que la présence d'un serveur contaminait sa nourriture. Il n'avait même pas touché son assiette, il se tenait juste à proximité. Elle a fait une telle scène qu'il a été renvoyé immédiatement. J'ai entendu dire qu'il a dû retourner dans sa ville natale parce qu'il ne trouvait de travail nulle part ailleurs à Paris. Ce soir-là, Manon a regardé Valérie Leclerc arriver. Elle se déplaçait comme une reine entrant dans sa salle du trône. Sa robe coûtait probablement plus que ce que Manon gagnerait en un an. Des diamants scintillaient à son cou, froids et brillants. Mais ce sont ses yeux que Manon a le plus remarqués. Ils étaient bleu glacier, perçants, calculateurs. Ils balayaient la pièce comme des projecteurs, et Manon pouvait littéralement voir les gens tressaillir lorsque ce regard passait sur eux. Le mari de Valérie, Stéphane, marchait à ses côtés.
C'était un homme grand, distingué, avec des tempes grisonnantes, mais il avait l'air fatigué, vaincu, comme un homme piégé dans une belle prison. Manon était affectée à une zone proche de leur table, assez près pour tout voir, assez près pour entendre. Pendant la première heure, elle s'est concentrée sur ses propres clients, essayant d'apprendre la danse compliquée de la haute gastronomie. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'entendre la voix de Valérie. Elle était douce, contrôlée, mais elle coupait comme un couteau. Elle a renvoyé son vin parce qu'elle prétendait qu'il avait un goût commun. Elle s'est plainte que l'éclairage faisait paraître son mari vieux. Chaque plainte était un test, une façon de rappeler à tout le monde autour d'elle qu'elle avait le pouvoir, et eux aucun. Puis est venu le moment qui a tout changé. Un jeune serveur nerveux nommé Léo servait la table à côté de celle des Moreau. Alors qu'il se penchait pour placer un plat devant un client, sa manche, juste pour une fraction de seconde, a plané au-dessus du bord de l'assiette à pain de Valérie. Il ne l'a pas touché. Il n'était même pas proche. Mais Valérie a reculé comme s'il avait essayé de l'empoisonner. « Excusez-moi » a-t-elle dit. 2 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour que tout le restaurant devienne silencieux. Léo s'est figé, son visage devenant blanc. « Oui, Madame Leclerc. Voyez-vous ce que vous venez de faire ? Votre manche était au-dessus de mon assiette, au-dessus de ma nourriture. C'est contaminé maintenant. J'ai complètement perdu l'appétit. » Elle a repoussé son repas à peine touché avec un doigt, comme si c'était des ordures. Le directeur est apparu en quelques secondes, s'excusant, offrant de tout refaire. Léo se tenait là, tremblant, ressemblant à un homme face à une exécution. Manon a observé toute la scène. Il ne s'agissait pas d'hygiène ou de nourriture. Il s'agissait de pouvoir. C'était une exécution publique conçue pour rappeler à chacun sa place dans le monde de Valérie. Et alors que Manon se tenait là avec une carafe d'eau dans les mains, regardant cette performance cruelle, elle sentit quelque chose s'enflammer dans sa poitrine. C'était le même sentiment qu'elle avait eu en travaillant comme chercheuse, le même feu qui brûlait quand elle voyait l'injustice, quand elle voyait quelqu'un abuser de son pouvoir. Pierre avait appelé cet endroit l'antre du dragon. Il avait raison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Manon Dubois avait passé 3 ans de sa vie à apprendre comment trouver les failles dans l'armure des dragons. Et ce dragon, soupçonnait-elle, avait plus de failles que quiconque ne le réalisait. Une semaine plus tard, le destin a placé Manon directement dans la ligne de mire de Valérie Leclerc. C'était un autre vendredi soir. Le restaurant était bondé de l'élite parisienne, des gens dégoulinant de richesses et de privilèges. Et puis est venue l'annonce qui a glacé le sang de Manon. Le serveur assigné à la table de Valérie avait appelé pour dire qu'il était malade. Le directeur, Monsieur Nicolas Bernard, se tenait dans la zone du personnel, l'air d'un général choisissant un soldat pour une mission suicide. Ses yeux se sont posés sur Manon. « Dubois, dit-il doucement. Vous êtes calme sous la pression. Vous êtes à la table 12 ce soir. » La table 12, la table de Valérie. Manon a entendu les murmures de sympathie des autres membres du personnel. Pierre a croisé son regard et a secoué la tête lentement, un avertissement silencieux. Mais Manon a simplement hoché la tête. « Oui, monsieur. » Elle a passé les 15 minutes suivantes à se préparer comme si elle allait au combat. Elle a mémorisé chaque détail du dossier de Valérie. Eau plate, pas de glace, avec une tranche de citron vert fine comme du papier. Corbeille de pain avec uniquement des petits pains au levain. Tout devait être parfait ou ce serait utilisé comme une arme contre elle. Quand les Moreau sont arrivés, Manon était prête. Elle s'est approchée de leur table avec un calme confiant. « Bonsoir, monsieur et madame Moreau. Je m'appelle Manon, et je serai votre serveuse ce soir. » Les yeux bleus et froids de Valérie l'ont balayée, l'évaluant, la congédiant. Elle n'a même pas accusé réception de la salutation. « Eau plate, citron vert, dit-elle sèchement, regardant déjà son menu. Manon a tout exécuté parfaitement. L'eau a été présentée correctement. La corbeille de pain ne contenait que ce que Valérie voulait. Pendant un instant, Manon a pensé qu'elle pourrait survivre à la soirée. Puis, Valérie a commandé la soupe à l'oignon gratiné. Quand Manon a placé le bol devant elle 10 minutes plus tard, il était encore fumant. Le fromage parfaitement fondu et doré. Manon avait regardé le chef la préparer elle-même. Valérie l'a fixé pendant un long moment. Puis elle a pris sa cuillère, l'a trempée, l'a levée à mi-chemin de ses lèvres, et s'est arrêtée. Elle a abaissé lentement la cuillère.
Ses yeux se sont plissés. Y a-t-il un problème en cuisine ce soir? A-t-elle demandé, sa voix portant jusqu'aux tables voisines. Le cœur de Manon a commencé à battre plus vite. Pas du tout, Madame Leclerc. Y a-t-il un problème avec la soupe? Elle est froide, a annoncé Valérie à haute voix. Complètement froide. J'attends de ma soupe qu'elle soit chaude. Est-ce vraiment si difficile à comprendre? Manon savait que la soupe n'était pas froide. Elle avait vu la vapeur s'en élever. Mais il ne s'agissait pas de la soupe. C'était le test. C'était la façon de Valérie d'établir sa domination, attendant que Manon panique, rampe, s'effondre. Au lieu de cela, quelque chose d'intéressant s'est produit. L'esprit de Manon est passé en mode qu'elle connaissait si bien de ses jours de journalisme. Elle a observé. Elle a analysé. Valérie n'était pas en colère. Elle était dans l'attente. Elle attendait la peur, la réaction qui prouverait son pouvoir. Manon a décidé de ne pas la lui donner. « Je m'excuse, Madame Leclerc », a dit Manon, sa voix parfaitement calme et professionnelle. « Je vous ferai apporter un bol frais et bien chaud immédiatement. » Elle a tendu la main vers le bol, mais Valérie a posé sa main dessus, ses ongles manucurés claquant contre la porcelaine. « Non, ne vous dérangez pas. Le moment est gâché. » Elle a regardé son mari. « Tu vois, Stéphane, les standards ici sont en chute libre. » Complètement en chute libre. Stéphane Moreau a juste soupiré, fixant son verre. Il avait déjà entendu cette chanson. « Ce n'est que de la soupe, Valérie, dit-il doucement. »« Ce n'est jamais juste de la soupe, Stéphane, a-t-elle répliqué sèchement. C'est une question de standards. Des standards que cette serveuse ne comprend manifestement pas. Son regard est revenu sur Manon, aussi tranchant que du verre brisé. « Quel est votre nom, déjà ?»« Manon, Madame Leclerc. »« Manon. » Valérie a répété le nom comme s'il avait mauvais goût. « Eh bien, Manon, je vous suggère d'apprendre la différence entre le chaud et le froid si vous espérez durer un jour de plus dans cet établissement. » La menace flottait dans l'air comme de la fumée. Les gens aux tables voisines regardaient maintenant, leurs conversations oubliées. C'était le divertissement qu'ils étaient venus voir. Manon a soutenu le regard de Valérie. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas détourné les yeux. « Je comprends parfaitement, Madame Leclerc. Merci pour votre retour. Je veillerai à ce que le reste de votre repas soit parfait. » Elle a pris le bol et s'est dirigée vers la cuisine, ses pas mesurés et calmes. Elle pouvait sentir tous les yeux de la pièce sur son dos. Mais voici le truc avec la réponse de Manon. Son calme, son refus de paniquer. Ce n'était pas ce à quoi Valérie s'attendait. Une explosion émotionnelle aurait été une victoire. Des larmes auraient été un trophée. Mais cette acceptation calme et professionnelle d'une plainte sans fondement, c'était autre chose. C'était un refus de jouer le jeu selon les règles de Valérie. Quand Manon est arrivée en cuisine, le chef, Antoine Lefebvre, l'a regardée avec fureur dans les yeux. « Cette soupe était parfaite », a-t-il sifflé. « J'ai vérifié la température moi-même. Cette femme est un monstre. » « Je sais », a dit Manon doucement. Mais ce n'est pas la soupe qui la met en colère. Pour le reste du repas, Valérie a à peine parlé à Manon. Elle communiquait par des regards froids et des gestes dédaigneux. Mais Manon a remarqué quelque chose d'intéressant. Valérie n'arrêtait pas de la regarder, une lueur d'irritation dans ses yeux bleus glaciers. Elle était frustrée. Sa proie ne s'était pas comportée correctement. Alors que les Moreau partaient, Stéphane s'est arrêté un instant à côté de Manon. Il a glissé discrètement un billet plié dans sa main, sans croiser son regard. « Je suis désolé pour ça », a-t-il marmonné. Elle est sous beaucoup de stress. Manon les a regardés partir. Le billet dans sa main semblait lourd, coupable. Elle l'a regardé plus tard. 200 €. Mais il ne s'agissait pas de stress. Manon le savait maintenant. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, d'une femme qui avait construit toute son identité en faisant peur aux autres. Et Manon Dubois, qui avait passé des années à enquêter sur des personnes puissantes, n'avait pas peur. Elle était curieuse. Et pour quelqu'un comme Valérie Leclerc, la curiosité était bien plus dangereuse que la peur. Parce que les gens curieux posent des questions. Ils creusent. Ils trouvent des choses qui étaient censées rester enfouies.
Manon avait le sentiment que Valérie Leclerc avait beaucoup de choses enfouies dans son passé. Cette rencontre avec Valérie a allumé un feu en Manon. Pas de la colère, pas de la vengeance, mais quelque chose de plus profond, un besoin de comprendre. À l'époque où elle était journaliste, son mentor lui avait appris quelque chose d'important, les personnes les plus cruelles vivent souvent dans les maisons les plus fragiles, bâties sur des mensonges. Il suffit de trouver la bonne fissure. Alors Manon a commencé à chercher. Son enquête n'a pas commencé sur Internet. Elle a commencé là, au bistrot de la Rose d'Or, parmi le personnel. Les restaurants sont comme des bibliothèques pleines d'histoires, et celui-ci était rempli d'histoires sur Valérie Leclerc. Pendant les moments calmes dans la salle du personnel qui sentait le café et les produits de nettoyage, Manon écoutait. Vous vous souvenez quand elle a prétendu que le sommelier l'insultait en suggérant un vin italien? Se souvient un serveur. Elle a dit que c'était un commentaire sur son goût, ce qui n'avait aucun sens pour personne. Et quand elle a obligé l'hôtesse à changer de rouge à lèvres au milieu du service? A ajouté un autre. Elle a dit qu'il était trop vif, trop inapproprié. La pauvre fille a pleuré dans les toilettes. Manon écoutait chaque histoire, cherchant des schémas, et elle en a trouvé un. Valérie était obsédée par les apparences, par la performance d'un rôle très spécifique, l'épouse sophistiquée de la vieille aristocratie. Toute fissure dans cette performance la mettait en rage. Cela suggérait quelque chose d'important. Elle n'était pas confiante. Elle était terrifiée. Un mardi soir tranquille, Manon s'est appuyée contre le bar où Pierre polissait des verres. « Vous êtes ici depuis le plus longtemps, Pierre ?» a-t-elle dit nonchalamment. Comment était Valérie quand elle a commencé à venir ici? Pierre s'est arrêté, son chiffon tournant sur le bord d'un verre à vin. Différente, a-t-il dit lentement. Ou peut-être qu'elle essayait d'être la même, mais sans y arriver tout à fait. C'était il y a environ 10 ans, juste après son mariage avec Stéphane. Elle était nerveuse, elle observait toujours les autres, copiant comment ils tenaient leur fourchette, comment ils prononçaient les mots français. Elle apprenait, elle jouait un rôle. Il s'est penché plus près, baissant la voix. Et voici la chose étrange. Avant d'épouser Stéphane, personne n'avait jamais entendu parler d'elle. J'ai travaillé dans tous les restaurants haut de gamme de Paris pendant 20 ans. Je connais toutes les familles riches. Mais Valérie Leclerc, elle est juste apparue de nulle part quand elle s'est fiancée. Comme si elle n'existait pas avant ça. Une femme sans passé. Cette nuit-là, Manon est rentrée dans son minuscule appartement et a ouvert son ordinateur portable. Elle a commencé là où tout bon enquêteur commencerait, les registres publics. Elle a cherché le nom de jeune fille de Valérie, qui était censée être Valérie Sterling, d'une riche famille d'un village en Provence. Les résultats étaient minces. Quelques femmes portant ce nom existaient, mais aucune ne correspondait à l'âge ou au milieu de Valérie. C'était comme si le nom avait été inventé. Alors, Manon a changé de tactique. Elle a cherché dans les archives de presse d'il y a 10 ans, cherchant l'annonce des fiançailles de Stéphane et Valérie. Elle l'a trouvée dans tous les grands journaux. Les articles disaient tous la même chose. Coup de foudre, amour partagé pour les œuvres de charité. Le milieu discret et respectable de Valérie. Trop net, trop lisse, trop parfait. Manon a commencé à regarder des photos d'événements caritatifs auxquels Stéphane avait assisté avant de rencontrer Valérie. Si elle avait fait partie de ce monde, son nom apparaîtrait quelque part. Les heures ont passé, rien. La frustration montait en elle. Elle chassait un fantôme. Puis elle a eu une idée. Elle a ouvert un outil de recherche d'images inversées et a téléchargé une des photos officielles de Valérie d'un gala de charité d'il y a 8 ans. La plupart des résultats montraient la même image répétée sur les sites web de la haute société. Inutile. Mais ensuite, à la 12e page de résultats, quelque chose est apparu. Un lien vers un vieux site web à peine fonctionnel d'une agence de talent à Roubaix datant du début des années 2000. La main de Manon a tremblé en cliquant. Le site web était ancien, mal conçu, presque cassé. Mais sur la page des clients, parmi des dizaines de visages pleins d'espoir, il y avait une photo qui a coupé le souffle de Manon. La fille était plus jeune, peut-être 22 ans. Ses cheveux étaient d'un blond cuivré, décoloré. Elle portait trop de maquillage, du genre qui en fait trop, mais la structure osseuse était indubitable. La mâchoire acérée, les pommettes hautes, la détermination froide dans ses yeux. C'était Valérie, mais le nom sous la photo n'était pas Valérie Sterling. C'était Valérie Mercier.
Manon a senti l'électricité parcourir son corps. Le frisson de la découverte. Elle a lancé une nouvelle recherche, Valérie Mercier, Roubaix. Les résultats ont afflué. Des articles de presse locale du début des années 2000. Une mention de sa victoire à un concours de mannequinat local. Et puis le jackpot, un lien vers un forum de fans pour une ancienne émission de télé-réalité de 2004 appelée Rêve de bitume. L'émission avait suivi des jeunes femmes qui travaillaient comme mannequins promotionnels pour un circuit de course automobile. Elles étaient bruyantes, dramatiques, et cherchaient désespérément la gloire. Et l'une des stars de l'émission, connue pour sa langue acérée et ses disputes explosives, était une femme nommée Valérie Mercier. Manon a cliqué sur un lien vidéo que quelqu'un avait téléchargé. La qualité de la vidéo était terrible, mais elle était là, une version plus jeune et plus brute de Valérie Leclerc, portant un jean moulant et une veste d'équipe de course, criant sur une autre femme à propos de maquillage emprunté. Son accent n'était pas le ton raffiné, presque aristocratique que Valérie utilisait maintenant. C'était du pur accent ouvrier de Roubaix, brut de décoffrage. Manon s'est penchée en arrière, le cœur battant. L'élégante femme du milliardaire était en fait Valérie Mercier de Roubaix, une star de télé-réalité ratée qui avait complètement effacé son passé. Mais Manon avait besoin de plus. Elle a trouvé l'utilisateur du forum qui semblait en savoir le plus sur l'émission et a envoyé un message prudent, se faisant passer pour une chercheuse écrivant sur les émissions de télé-réalité oubliées. 2 jours plus tard, elle a obtenu une réponse. Le vrai nom de l'utilisateur était Sandrine Fournier, et elle était allée à l'école avec Valérie. Elles ont échangé des emails, puis ont eu un appel téléphonique. La voix de Sandrine était chaleureuse, mais teintée d'un vieux ressentiment. « Valérie Mercier », a dit Sandrine. « Mon Dieu, je n'ai pas pensé à elle depuis des années. Elle était si désespérée de quitter Roubaix. Elle détestait tout de ses origines. Elle s'entraînait à prendre des accents chics devant le miroir. Elle lisait les magazines de mode comme des manuels. Que s'est-il passé après l'émission ? A demandé Manon. L'émission l'a fait paraître vulgaire. Commune. L'exact opposé de ce qu'elle voulait. Elle a fait une dépression, a disparu. Puis des années plus tard, je l'ai vue dans un magazine, mariée à un milliardaire, se faisant appeler Valérie Sterling. Elle l'avait fait, elle avait complètement effacé Valérie Mercier. Manon a remercié Sandrine et a raccroché. Elle est restée assise dans le silence de son appartement. Le tableau complet était maintenant clair. La cruauté de Valérie avait un sens maintenant. Chaque fois qu'elle humiliait un serveur, elle essayait de détruire tout rappel de Valérie Mercier, la fille ordinaire qu'elle avait été. Manon détenait maintenant le secret le plus profond de Valérie. La question était, qu'allait-elle en faire ? 3 semaines après l'incident de la soupe, Valérie Leclerc est revenue. C'était un vendredi soir, et quand elle a franchi la porte, une tension a parcouru le bistrot de la Rose d'Or comme de l'électricité. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle était seule. Stéphane n'était pas avec elle, et elle ne portait pas sa robe élégante habituelle. Elle portait un tailleur noir sévère, tout en angle vif et en ligne dure. On aurait dit qu'elle était venue pour la guerre. Elle n'a pas attendu qu'on la place. Elle a marché droit vers sa table habituelle, ses yeux froids balayant la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Manon. Elle a levé un doigt, une convocation silencieuse et impérieuse. Monsieur Nicolas Bernard s'est précipité pour intercepter, mais Manon a secoué légèrement la tête. C'était inévitable. Cela avait toujours été prévu. Manon a lissé son tablier et s'est dirigée vers la table. « Bonsoir, Madame Leclerc », dit-elle calmement. Valérie n'a pas répondu à la salutation. Elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous. » Manon a hésité. Les serveurs ne s'assoient jamais avec les clients. « Je suis en service, Madame Leclerc. »« Asseyez-vous », a répété Valérie, sa voix baissant à un murmure dangereux. « Ou j'achèterai ce restaurant d'ici demain matin et le transformerai en parking. C'est vous qui choisissez. » Manon s'est assise, le dos droit, rencontrant le regard de Valérie avec assurance. Le restaurant regardait, confus par cette scène bizarre. « Je ne sais pas à quel jeu vous pensez jouer », a commencé Valérie, se penchant en avant, ses yeux bleus brûlants. « Je ne sais pas comment vous avez trouvé ce nom ou ce que vous pensez en faire, mais laissez-moi être très clair. » Elle a fait une pause, sa voix devenant plus calme, plus mortelle.
J'ai demandé à l'équipe juridique de mon mari d'enquêter sur vous de manière approfondie. Je connais votre carrière de journaliste ratée. Je connais vos dettes. Je connais le minuscule appartement que vous pouvez à peine vous permettre. Vous n'êtes personne. Elle s'est penchée en arrière, un sourire cruel traversant son visage. Quand j'en aurai fini avec vous, vous ne pourrez même pas trouver un travail pour nettoyer des toilettes. J'appellerai personnellement chaque employeur potentiel. Je leur dirai que vous êtes une voleuse, une maître chanteuse, et instable. Je vous poursuivrai en justice jusqu'à ce que vous soyez noyé sous les frais juridiques. Je détruirai chaque recoin de votre pathétique petite vie. Me comprenez-vous? Manon a écouté les menaces sans ciller. C'était le feu du dragon, la tentative désespérée de brûler la menace. Mais Manon n'avait plus peur parce qu'elle savait ce que le dragon cachait. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix douce mais portant de l'acier. Vous avez raison sur un point, a dit Manon. Je suis une chercheuse et je suis très douée dans mon travail. Je sais que vous n'êtes pas Valérie Sterling d'un village en Provence. Je sais que vous êtes Valérie Mercier de Roubaix. Le visage de Valérie s'est crispé, mais elle a tenu bon. Mensonge. Je connais Rêve de bitume, a continué Manon, sa voix baissant encore plus. Je connais le circuit de course, et je connais la finale, le concours de beauté sur la piste, celui où vous avez eu une crise de nerfs complète devant la caméra. À la mention du concours, le sang-froid de Valérie s'est brisé. Le sang a quitté son visage. Sa respiration est devenue courte, saccadée. C'était un coup direct. Je sais pour le diadème, Valérie, a dit Manon, utilisant délibérément l'ancien nom. Je sais pour les cris, les pleurs, les images qui n'ont jamais été diffusées mais qui existent toujours. La cassette qui montre exactement qui vous êtes vraiment. Valérie la fixa, sans voix. Elle ne ressemblait pas à une puissante femme de milliardaire, mais à la jeune fille terrifiée de son passé, son pire cauchemar assis juste en face d'elle. Manon a pris le contrôle complètement. Voici ce qui va se passer maintenant, a-t-elle dit calmement. Vous allez quitter ce restaurant. Vous ne reviendrez jamais. Vous n'allez plus harceler ou menacer personne de ce personnel. Vous allez nous laisser tous tranquilles. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Si vous ne le faites pas, si j'entends ne serait-ce qu'un murmure de vous causant des problèmes, je trouverai cette cassette et je la diffuserai. Je l'enverrai à tous les journaux, à tous les sites de potins, à chaque personne de votre cercle social. Stéphane pourrait vous pardonner d'être dramatique à propos d'une soupe. Mais je me demande ce qu'il pensera quand il verra sa femme Valérie hurler à propos de son diadème bon marché dans Rêve de bitume. Où sont-ils maintenant? Chaque mot était un coup parfaitement placé. Pendant un long et terrible moment, Valérie est restée là à la regarder. La peur dans ses yeux s'est lentement transformée en haine pure et non diluée. Mais elle était vaincue. Complètement vaincue. Le fantôme que Manon avait invoqué se tenait juste derrière elle, et il ne partirait pas. Lentement, en tremblant, Valérie Leclerc, ou Valérie Mercier, s'est levée de la table. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a regardé personne. Avec le peu de dignité qui lui restait, elle s'est retournée et est sortie du bistrot de la Rose d'Or. Les portes se sont refermées derrière elle. Et comme ça, la malédiction était rompue. Un silence stupéfait a rempli la salle à manger. Puis, de la cuisine, de timides applaudissements ont commencé. Le personnel qui avait souffert pendant des années était enfin libre. Monsieur Nicolas Bernard s'est approché de Manon, les yeux écarquillés d'incrédulité. Je ne sais même pas quoi dire, a-t-il murmuré. Manon a enfin laissé échapper un long soupir qu'elle retenait. Elle s'est levée et a pris sa carafe d'eau. La table 6 a besoin d'être resservie, a-t-elle dit avec un petit sourire. Pierre a croisé son regard de l'autre côté de la pièce et lui a fait un signe de tête lent et respectueux. Manon avait affronté le dragon, et elle avait gagné, non pas avec le feu, non pas avec la fureur, mais avec le pouvoir silencieux et indéniable de la vérité. Parce que les tyrans, peu importe leur richesse ou leur pouvoir, ne sont souvent que des personnes effrayées se cachant derrière des masques. Et quand quelqu'un a enfin le courage d'arracher ce masque, le tyran n'a plus rien. Le règne de terreur de Valérie était terminé. Et Manon Dubois, la serveuse qui a refusé d'avoir peur, avait fait ce que personne d'autre n'osait faire. Elle a regardé le monstre dans les yeux et lui a rappelé qu'elle était humaine après tout, juste une fille effrayée de Roubaix portant un costume qui ne lui allait plus. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après cette nuit,
car c'est là que l'histoire trouve vraiment son sens. Le récit de ce que Manon a fait s'est répandu dans le monde de la restauration parisienne comme une traînée de poudre. Pas les détails. Personne ne les connaissait. Mais le fait que quelqu'un ait enfin tenu tête à Valérie Leclerc et ait gagné, cela est devenu une légende. Avez-vous entendu parler du bistrot de la Rose d'Or? Chuchotaient les serveurs dans les salles de pause de toute la ville. Quelqu'un a finalement remis Valérie Leclerc à sa place. L'histoire est devenue plus grande que les faits, comme c'est souvent le cas. Mais en son cœur se trouvait une vérité simple. Le courage compte. Se dresser compte. Refuser de laisser les tyrans gagner compte. Valérie Leclerc n'a plus jamais été vue dans ce quartier de Paris. Elle s'est retirée dans sa maison de campagne, un fantôme dans sa propre cage dorée, hantée par un passé qu'elle ne pouvait plus contrôler. Certaines personnes ont eu pitié d'elle. Manon n'en faisait pas partie. Elle avait tous les avantages, a dit Manon à Pierre un soir, quelques semaines plus tard. L'argent, les privilèges, les opportunités, et elle a choisi d'utiliser tout cela pour blesser des gens qui ne pouvaient pas se défendre. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite la pitié. C'est quelqu'un qui devait être arrêté. Pierre a hoché la tête en polissant un verre. Tu as fait quelque chose de courageux, Manon. Une bonne chose. Mais Manon ne se sentait pas particulièrement héroïque. Elle avait simplement fait ce qui devait être fait, ce que quelqu'un aurait dû faire des années auparavant. Quant à Manon elle-même, elle n'est pas restée serveuse longtemps. Ses actions ce soir-là ont attiré l'attention de quelqu'un d'inattendu, un riche entrepreneur qui dînait au bistrot de la Rose d'Or et avait assisté à toute la confrontation. Son nom était Christophe Leroy, et il possédait une agence de détective privée. Une semaine après le départ de Valérie, il a approché Manon avec une offre. « J'ai observé comment vous vous comportez », a-t-il dit autour d'un café. Votre façon de penser, votre façon de rester calme sous la pression, votre façon de rechercher et de planifier, ce sont des compétences rares. Je pourrais utiliser quelqu'un comme vous. Manon a fixé la carte de visite qu'il avait posée sur la table. Vous voulez m'embaucher comme enquêtrice? Je veux vous embaucher comme mon enquêtrice principale, a-t-il corrigé. Le travail que vous avez fait pour découvrir le passé de Valérie Leclerc. C'est exactement ce dont mes clients ont besoin. Des gens qui peuvent trouver la vérité, peu importe à quel point elle est enfouie. Manon a regardé la carte pendant un long moment. Puis elle a souri. Un vrai sourire sincère. Quand est-ce que je commence? 3 mois plus tard, Manon était de retour à faire ce qu'elle aimait, enquêter, découvrir la vérité, aider les gens qui avaient besoin de réponses. Mais elle n'a jamais oublié son temps au bistrot de la Rose d'Or. Et elle n'a jamais oublié la leçon qu'elle y avait apprise. Parce que voici le truc avec les tyrans, qu'ils soient dans une cour d'école ou un restaurant 5 étoiles, ils comptent sur le silence. Ils comptent sur la peur. Ils comptent sur le fait que les gens auront trop peur pour parler, trop intimidés pour se défendre. Valérie Leclerc avait régné par la terreur pendant des années. Non pas parce qu'elle était particulièrement intelligente ou forte, mais parce que personne ne l'avait jamais défiée. Une seule personne se levant, une seule personne refusant d'avoir peur, c'est tout ce qu'il a fallu pour faire s'effondrer toute la façade. Manon pensait souvent à cela en travaillant sur ces nouveaux cas. Combien de tyrans dans le monde étaient comme Valérie? Des gens se cachant derrière l'argent, le pouvoir ou le statut, l'utilisant comme une arme pour blesser les autres, tout en essayant désespérément de cacher leurs propres insécurités. La réponse qu'elle a découverte était « trop ». Mais elle a aussi appris autre chose. Pour chaque tyran, il y avait des dizaines de bonnes personnes. Des gens comme Pierre, qui avaient survécu à des années d'abus, mais qui se présentaient toujours avec dignité. Des gens comme Léo, le jeune serveur qui avait été humilié mais qui continuait d'essayer. Des gens comme tout le personnel du bistrot de la Rose d'Or qui se soutenaient mutuellement dans des situations impossibles. Ces personnes comptaient plus que les tyrans. Ces personnes étaient les vrais héros. 6 mois après avoir quitté le bistrot de la Rose d'Or, Manon a reçu un appel téléphonique qui l'a surprise. C'était Stéphane Moreau. « Mademoiselle Dubois », a-t-il dit, sa voix calme et fatiguée. « Je voulais vous remercier. » Manon était confuse. « Me remercier pourquoi ? » « Pour avoir eu le courage de faire ce que j'aurais dû faire il y a des années, » a-t-il dit. Je savais ce que Valérie faisait. Je savais qu'elle était cruelle, mais je me disais que ce n'était pas mes affaires, que c'était juste sa façon d'être. Je trouvais des excuses. J'ai laissé faire.
Il a fait une pause, et Manon pouvait entendre une douleur sincère dans sa voix. Nous allons divorcer. Enfin. J'aurais dû le faire il y a des années, mais j'étais un lâche. Vous m'avez montré à quoi ressemble vraiment le courage. Après qu'il ait raccroché, Manon est restée assise tranquillement, pensant à ces mots. Elle n'avait pas cherché à sauver un mariage ou à en détruire un. Elle avait simplement refusé de laisser quelqu'un abuser de son pouvoir. Mais parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer. Alors, laissez-moi vous laisser avec ceci, car c'est de cela que parle vraiment l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être puissant. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour être courageux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour défendre ce qui est juste. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser d'avoir peur. Refusez de laisser les tyrans gagner. Refusez de rester silencieux lorsque vous voyez une injustice. Manon Dubois n'était qu'une serveuse qui avait perdu son emploi de rêve. Elle n'avait pas d'argent, pas de relations, pas de filet de sécurité. Mais elle avait quelque chose de plus important. Elle avait de l'intégrité. Elle avait du courage. Et elle avait la certitude absolue que la cruauté ne devait jamais rester impunie. C'était suffisant, plus que suffisant. Parce que la vérité, c'est que la plupart des tyrans ne sont que des personnes effrayées portant des masques. Ils sont terrifiés que quelqu'un voie qu'ils sont vraiment sous tout l'argent, le statut, la performance. Et quand quelqu'un a enfin le courage de regarder derrière ce masque, le tyran n'a plus rien. Valérie Leclerc a passé des années à construire une image parfaite, écrasant quiconque la menaçait. Mais tout était construit sur des mensonges. Et les mensonges, peu importe leur coût, finissent par s'effondrer. La vérité trouve toujours un moyen de sortir. Et parfois, il suffit d'une seule personne assez courageuse pour la dire. Cette personne pourrait être n'importe qui. Ce pourrait même être vous.